Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Midi Histoire. Nous allons avoir aujourd'hui une intervention qui s'intitule « Les marchés pharmaceutiques en perspective historique, savoir public et secret sur le marketing, la prescription et la consommation au cours du long XXe siècle, 1880-2020 ». Et notre intervenant aujourd'hui est Niels Kessel. Niels Kessel est maître de conférences en histoire de la médecine et de la santé à l'Université de Strasbourg. Il a soutenu une thèse en co-tutelle en 2005 avec l'Université de Strasbourg et de Fribourg et une thèse qui portait sur la consommation des médicaments en Allemagne de l'Ouest de 1950 à 1980. Niels Kessel est donc un spécialiste, vous l'imaginez bien, des questions de santé, des questions de médicaments, de pharmacie, et je lui laisse la parole pour son intervention. Très bonne conférence à tous. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je remercie Anne Banchet et l'IGPDE et le Bureau de la Recherche pour cette invitation. Merci également à toutes et à tous pour votre présence en ligne. Je m'intéresserai aujourd'hui à l'histoire des marchés pharmaceutiques en vous présentant particulièrement les transformations du marketing pharmaceutique au cours du XXe siècle. Le marketing pharmaceutique fait souvent objet de critiques de la part de ceux qui y voient des tentatives de manipulation, tandis que les entreprises et les professionnels du marketing soulignent surtout le caractère informationnel de la démarche. Vous verrez que ces discours autour de la publicité et du marketing sont très anciens. Et je tenterai d'expliquer pourquoi ils loupent un point important en surestimant le caractère actif des entreprises et en sous-estimant la puissance de nouveaux instruments, les études de marché, que les acteurs de l'époque n'ont ni complètement saisi, ni encore moins maîtrisé. Je procéderai donc en trois temps. Je commencerai d'abord par expliquer pourquoi cette industrie a fait de sa scientificité un argument central de sa légitimité. En m'appuyant sur cette importance de l'image scientifique et sérieuse, je montre dans un second temps comment des innovations internes, quasiment invisibles de l'extérieur, ont transformé l'industrie en exacerbant des tensions entre la normativité médico-scientifique et la réalité commerciale d'une industrie pas si différente des autres. Avant de plonger dans le monde du médicament, j'aimerais remercier celles et ceux qui m'ont permis de réaliser ce travail. Walter Detwiler et Carole Billot du service d'archives à Novartis, ainsi que Monika Diefenbach et Gisela Mag d'IQVIA, Allemagne, m'ont aidé à accéder aux archives et à m'y repérer. Je remercie également Martin Vailly pour ses commentaires. Pour l'industrie pharmaceutique, peut-être plus encore que pour d'autres industries, la publicité a été un exercice d'équilibriste permanent entre d'une part la nécessité de rendre ces produits visibles dans un marché concurrentiel et d'autre part le problème de faire passer l'intérêt commercial de la vente de médicaments à l'arrière-plan, notamment si des professionnels de santé sont impliqués. En effet, les activités médicales et infirmières tirent leur grande légitimité de la limitation symbolique de leurs intérêts économiques. Les revenus deviennent des honoraires, c'est-à-dire des compensations pour les services fournis. La profession médicale et dans une moindre mesure les pharmaciens se sont démarqués des structures de marché entrepreneurial par des autorestrictions collectives, telles que des tarifs fixés collectivement, leur propre juridiction, des restrictions d'accès à la profession et une série de discours normatifs sur leur propre rôle. Certains de ces discours et pratiques anticommerciaux sont très anciens, tout comme l'autorégulation professionnelle. D'autres, comme le rappel constant de ne pas fixer des honoraires déraisonnablement élevés, sont constamment mis à jour, par exemple en France, pour toujours facturer les patients avec tact et modération. Il ne faut pas reléguer ces visions idéalistes des professions de santé au rang de simple rhétorique, même si de temps à autre d'aucuns manquent de tact et de modération. En fait, il s'agit de principes d'action que les associations médicales, mais aussi les médecins à titre individuel, ont utilisé à maintes reprises pour se distancier de pratiques commerciales qui, à leur avis, étaient trop fortement guidées par l'appât du gain. Dans ma thèse, j'ai examiné, entre autres, les effets de ces discours sur les entreprises pharmaceutiques qui, en tant qu'acteurs de l'économie de marché et dans les cas des sociétés anonymes, étaient par définition orientées vers la recherche du profit. Pour elles, il était donc important de générer des profits de manière à porter le moins possible atteinte à leur réputation.
c'est-à-dire que les profits devraient être perçus comme des honoraires pour de bons produits, de la même manière que les médecins percevaient des honoraires pour les services qu'ils fournissaient. La publicité a joué un rôle central à cet égard, mais elle faisait face à deux injonctions contradictoires. D'une part, elle devrait être efficace, c'est-à-dire qu'elle devait attirer l'attention des clients potentiels et en fin de compte les inciter à acheter ou à prescrire. Cela n'a pas été facile car en 1900, les publicités s'accumulaient déjà dans les revues médicales, les manuels et la presse générale. Par ailleurs, il pouvait être bien essentiel de s'adresser aux acheteurs, notamment de classe moyenne, et plus largement la population générale. En même temps, la publicité pharmaceutique dite de grand public exaspérait les médecins qui la rapprochaient au charlatanisme. L'émergence successive des systèmes privés et publics d'assurance maladie réorganise considérablement ces marchés pharmaceutiques avec deux tendances opposées. D'un côté, elle a élargi l'accès aux médicaments à des milieux moins aisés, mais en même temps, elle l'a beaucoup restreint en poussant à la prescription médicale obligatoire. Et en fonction des pays, cette évolution peut être observée assez tôt. En Allemagne, dès la fin du XIXe siècle, quand les caisses commencent à imposer des listes de médicaments aux médecins que ceux-ci peuvent prescrire à leurs assurés. En France, la création de la sécurité sociale en 1945 est déterminante pour la réorganisation des marchés pharmaceutiques, car elle s'accompagne d'une régulation des prix de médicaments et ainsi de leur intégration dans des schémas de remboursement. Cette évolution de longue durée fait du médecin le véritable consommateur aux yeux des producteurs de médicaments soumis à la prescription. La publicité pharmaceutique a beaucoup évolué au cours des 19e et 20e siècles. Ses formes et techniques, mais aussi des styles graphiques différents selon les époques, ont beaucoup influencé la présentation visuelle. Il serait donc difficile d'interpréter son évolution à partir de seulement quelques échantillons, très variables aussi en fonction des types de médicaments et des firmes, et du contexte de réglementation étatique, évolutif lui aussi. Néanmoins, on peut observer une tendance visible particulièrement chez les plus grandes entreprises pharmaceutiques, soucieuses de renforcer leur image scientifique dès le XIXe siècle. Cette scientificité n'était pas uniquement déterminée par le type de produit ou les procédés de fabrication, largement invisibles pour le consommateur. C'est en imitant les formes épurées de la présentation scientifique que les entreprises espéraient se positionner comme acteurs rationnels et sérieux, loin des pratiques de persuasion et de séduction de la publicité de la société de consommation. Sur cette diapositive, vous voyez une série de publicités françaises parues dans une revue médicale qui montrent l'éventail des styles employés, certains presque austères, tandis que d'autres tentaient de produire un effet de modernité graphique, comme celle de Somnifène Roche de 1930 ou l'annonce colorée du Maxifon de 1950. Si l'on compare ces publicités dans les revues médicales avec celles destinées à un public de consommateurs plus large, on verra que leur caractère sérieux provenait d'une autorestriction des entreprises. Si elles annonçaient de nombreux champs d'indication, elles évitaient en même temps la promesse de fournir une panacée, c'est-à-dire un médicament omnipuissant comme leurs concurrents moins sérieux. Par ce travail de démarcation des concurrents peu sérieux, les grandes entreprises du médicament s'appuyaient sur une idée fortement ancrée autour des marchés médicaux. Comme ceux-ci avaient pour objet la santé, leur fonctionnement devait se distinguer des autres marchés de consommation. C'est ce que vous pouvez voir sur ces diapositives qui présentent une vision schématique des principales distinctions créant l'idéal du marché médical, comme un marché régulé partiellement par l'importance des bénéfices financiers. Donc vous voyez du côté gauche une schématisation des marchés de consommation orientés vers la préférence des consommateurs, de l'offre régulée par l'offre et la demande, et donc des marchés potentiellement illimités, avec essentiellement un désir subjectif comme motif d'achat par rapport aux marchés médicaux qui se présentent donc comme des marchés fortement régulés par une nécessité médicale, thérapeutique et scientifique. La prochaine diapositive montre comment l'industrie pharmaceutique se greffe sur cette image d'un marché médical.
à but lucratif contrôlé. Le profit financier considérable tiré de la production des médicaments y est légitimé par le partage d'une vision normative commune, celle de la science. Donc on voit, en analogie avec le précédent schéma, d'un côté une opposition donc, entre les charlatans et les entreprises sérieuses, et cette opposition se construit à travers justement des restrictions multiples mises en place par les entreprises qui se veulent sérieuses, qui ne s'adressent qu'aux médecins, qui se restreignent au niveau de la publicité, qui choisissent des styles sobres et qui se présentent comme des informations scientifiques. Ce processus s'accentue après la Seconde Guerre mondiale. Le marché des prescriptions médicales mobilisait des styles visuels très épurés en démultipliant les références à l'imaginaire de la science. Graphes et tableaux, choix de police simple, design rectiligne. Si ces choix graphiques reflètent notamment la modernité visuelle des années 1960, ils permettent toutefois de souligner 3 caractéristiques des marchés de médicaments à prescription. D'abord, il s'agit de marchés mobilisant un imaginaire désintéressé et informationnel de la science, plutôt qu'un univers de choix de consommation. Puis l'austérité de la publicité professionnelle contraste beaucoup avec celle des médicaments grand public. Il est construit enfin comme le bon et le mauvais marché aux yeux de nombreux médecins. Si les grandes entreprises du médicament s'efforcent à maintenir et à stabiliser leur image scientifique après la Seconde Guerre mondiale, c'est parce que l'histoire n'est jamais linéaire. Dans de nombreux pays, l'immédiat après-guerre est une période de création de très petites entreprises, souvent décriées comme des buanderies en raison des conditions de fabrication insuffisantes. Ce sont ces PME qui justifieront, en France et en Allemagne notamment, le passage à une régulation renforcée du médicament au profit des grandes entreprises qui se voient légitimées comme modèle privilégié de production pharmaceutique. Si Hoechst en Allemagne, Ciba en Suisse ou Imperial Chemical Industries au Royaume-Uni parviennent à se présenter comme porteurs d'une innovation scientifique, ces entreprises ont dû se repositionner face à cette petite concurrence charlatanesque. Ces PME étaient une menace plus réputationnelle qu'économique, mais l'industrie les a pris au sérieux. C'est à cette époque, entre 1945 et 1960, que l'on peut observer une série de restructurations chez la plupart des grandes firmes dont j'ai pu consulter les archives. Ces entreprises regroupent leur portfolio de médicaments grand public et les vendent désormais à travers une succursale plutôt que sous la marque de la firme. Par exemple, l'entreprise Ciba en Suisse a utilisé les laboratoires Sima, une succursale du groupe, pour ses produits grand public. Les entreprises évitent ainsi de polluer leurs marques de produits destinées aux médecins avec des marques de produits pour lesquelles ils continuent de faire de la publicité, dans la presse notamment féminine, et qu'ils vendent même parfois dans des distributeurs, comme c'est le cas en Suisse pour certains produits. Si des exceptions persistent, notamment dans les marchés des marques bien établies comme l'aspirine ou le Saridon de Hoffmann-la-Roche, on peut voir que les deux marchés de la prescription médicale et du grand public deviennent des marchés formellement séparés et dans lesquels opèrent des firmes qui, de l'extérieur, n'ont que peu de choses en commun. L'entreprise Ciba a d'ailleurs réussi à créer une image de marque de la firme particulièrement bien perçue dans la communauté médicale de l'époque. L'entreprise a restreint la publicité pour tous les produits de la marque Ciba aux médecins et a créé des publications dites de prestige, comme la revue médicale Ciba Symposium, qui ne comportait pas de publicité pour les produits maison et dont la principale vocation était de renforcer l'image scientifique de l'entreprise. Cependant, toutes ces publications imprimées ne font qu'augmenter les quantités importantes des brochures s'entassant déjà dans le courrier quotidien des médecins, au point de pousser certains d'entre eux à peser les kilogrammes de publicité reçus pour en dénoncer le caractère problématique. Arrive alors un nouvel instrument censé, je cite une source de Ciba de 1954, travailler les médecins. Ce nouvel instrument n'est plus une brochure, mais un humain. Le visiteur médical devient l'instrument central du marketing à partir des années 1950. Homme qui dialogue avec le médecin ou le pharmacien, majoritairement masculin ceci également, il est censé établir un lien de confiance avec le professionnel de santé. Ce représentant commercial de la firme s'occupe d'un secteur dans lequel il rend régulièrement visite aux praticiens dans leur cabinet. Après la Seconde Guerre mondiale, on recrute d'abord des étudiants de médecine et de pharmacie qui arrêtent leurs études au profit d'une entrée rapide et bien rémunérée dans l'entreprise.
avant que la profession se compose de commerciaux et se féminise successivement dans les années 1980. Les historiens Ulrike Thoms, Jean-Paul Godillère et Jeremy Green ont écrit l'histoire de ce visiteur médical imaginé comme un conseiller des dernières innovations de l'entreprise. À l'écoute du professionnel, il dispose de la documentation si besoin, mais c'est surtout dans la relation amicale entre les deux hommes qu'est censée s'exercer son influence. Chez Geigy, comme ailleurs, chaque visiteur disposait de son carnet dans lequel il pouvait noter tant des commentaires sur le médecin, son comportement, son attitude vis-à-vis de la firme, que sur la vie privée de ce dernier, du statut marital et des noms des enfants jusqu'au passe-temps, pour s'en souvenir au moment de la visite. Si le visiteur, comme la brochure, continue d'exister, d'autres innovations leur ont pris la place à partir des années 1990 notamment, mais que je ne présenterai pas en détail aujourd'hui. Le sociologue Sergio Sismondo a analysé les Key Opinion Leaders, ces chercheurs particulièrement influents qui participent à la rédaction des guidelines, des recommandations de bonnes pratiques médicales dans les sociétés de savantes, et qui deviennent des acteurs clés des tentatives de restructuration de marché à travers les catégories nosographiques. Enfin, les associations de patients deviennent des cibles de stratégies d'influence plus discrètes encore. Le sociologue suédois Shai Molinari et la politiste anglaise Catherine Jones ont étudié ces rapports. Pour bien comprendre la modernité du marketing et son lien avec la discrétion renforcée des entreprises pharmaceutiques quant à leurs pratiques commerciales, il est important de souligner la rupture que marque le modèle du visiteur médical par rapport à d'autres techniques plus anciennes de publicité. Les visiteurs médicaux ont souvent été pris pour cible par des critiques de l'industrie pharmaceutique qui alertent sur le côté manipulateur du dispositif, mais qui ont généralement tendance à leur attribuer un pouvoir trop important. J'argumenterai ici que c'est moins le visiteur lui-même qui est influent qu'un autre dispositif beaucoup plus discret, qui sont les études de marché pharmaceutique, combinant enquête de prescription et statistiques de consommation. Le visiteur médical, précisément, mais plus globalement toute forme de marketing dirigée vers les médecins, n'est efficace qu'avec une connaissance fine de cette communauté de professionnels si divers. Si on veut bien les convaincre de prescrire un médicament sans qu'ils se sentent manipulés par des techniques publicitaires, il faut non seulement connaître le médecin individuel, mais aussi comprendre les mécanismes sociologiques et économiques à l'œuvre dans les marchés de la prescription médicale. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le visiteur médical n'est donc pas un instrument autonome, mais il est inscrit dans un ensemble d'infrastructures de production de connaissances que les entreprises hébergent, mais qui sont peu visibles de l'extérieur. Dans les années 1950, les départements commerciaux se transforment en s'orientant de plus en plus vers le marché médical des médicaments à prescription obligatoire. Ce processus de concentration sur le consommateur médical se traduit aussi par un changement du langage employé. En 1954, l'ancien département de propagande de CIBA devient celui de l'information. Un poste de relations publiques est créé en 1953, dont la mission est désormais de créer une attitude positive à l'égard de la marque CIBA, indépendamment des produits individuels. La professionnalisation du marketing se traduit ainsi par une émancipation de la publicité liée aux produits en faveur de tentatives d'influencer les perceptions des consommateurs et des prescripteurs. Il n'est pas difficile de reconnaître dans ces transformations l'influence des deux sciences sociales en vogue à l'époque, la psychologie et la sociologie des groupes et des consommations. Il y a quelques mois, l'historienne Marie-Emmanuelle Chessel a proposé une conférence des midis d'histoire sur les enquêtes des consommateurs. Si vous l'avez suivi ou la regardez sur YouTube, vous verrez le caractère transversal de ces évolutions qui sont internationales et qui concernent des questions très variées. Les entreprises pharmaceutiques ne disposaient pas d'informations très précises sur leur propre marché jusqu'à la fin des années 1950. Certes, chaque firme pouvait quantifier ses ventes à partir des rapports des départements commerciaux, mais pris de façon isolée, ces nombres n'avaient que peu de valeur explicative. Depuis les années 1940, les entreprises avaient commencé à faire des enquêtes ponctuelles auprès de patients consommateurs ou de médecins, souvent en forme de questionnaire. Mais ce type d'enquête était souvent lié aux campagnes publicitaires de nouveaux produits.
Une vue globale des marchés pharmaceutiques n'était possible qu'à travers d'estimations, par exemple des chiffres agrégés d'importation de matières premières. C'est là qu'entre en jeu une nouvelle industrie qui, à ce jour, est peu connue du grand public. Les sociétés spécialisées dans les études de marché pharmaceutique, telles que IMS Health, qui après de nombreux rachats s'appelle aujourd'hui IQVIA. IMS a été fondée en 1954 sous le nom de Intercontinental Marketing Services à New York, mais a d'abord opéré exclusivement sur le marché de l'Allemagne de l'Ouest avant d'étendre ses activités à la plupart des pays industrialisés. À partir de 1959, IMS produit des études de marché mensuelles pour l'Allemagne de l'Ouest et se développe rapidement jusqu'à la fin des années 60. Les bureaux de New York et de Francfort seront bientôt rejoints par Londres, Tokyo, Paris, Madrid et Bruxelles. La clientèle comprenait les quelques 80 grandes sociétés pharmaceutiques présentes sur le marché ouest-allemand. En souscrivant aux contrats IMS, les entreprises s'engageaient à n'utiliser les données fournies qu'en interne. Des représentants des grandes entreprises siégeaient au conseil de surveillance et au conseil scientifique d'IMS. C'est ainsi que l'industrie s'est trouvée complètement imbriquée dans son plus important fournisseur de données. Avant d'étendre son portfolio, IMS Health fournissait des études de marché et des prescriptions à destination des entreprises abonnées qui pouvaient les utiliser pour analyser et améliorer leur propre position sur les différents sous-marchés pharmaceutiques. Lorsque je parle de sous-marchés pharmaceutiques, j'entends les différents marchés sectoriels, par exemple segmentés selon les groupes d'indications. Vous pouvez voir ici un exemple de différents sous-marchés pharmaceutiques depuis en 1966. C'est ici qu'on voit la relative importance en nombre d'unités vendues des médicaments peu innovants. Les marchés dentalgiques, les cough and cold, donc les médicaments anti-rhume, puis les sédatifs et hypnotiques du début du siècle, ou encore les laxatifs, rassemblés sur souvent des médicaments dont les principes actifs, c'est-à-dire les substances thérapeutiques, datées de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Examinons maintenant les études de marché. IMS a d'abord produit deux types d'études. La première concerne les études de marché au sens étroit du terme, basées sur la collecte de données détaillant l'achat de médicaments par les pharmaciens. En quantifiant les ventes de médicaments à différentes échelles, d'abord régionales et nationales, IMS a offert un outil précieux aux entreprises pharmaceutiques. Il est en effet possible de connaître la taille des marchés pour chaque groupe thérapeutique, chaque sous-groupe et même pour chaque dosage de n'importe quel produit. Combiné à des études sur les prescriptions et les choix diagnostiques des médecins, ce type d'enquête permettait de comprendre en détail les marchés et surtout d'émettre des hypothèses sur les facteurs influençant les ventes d'un produit sur un marché concurrentiel. L'étude de marché elle-même, résultat de la collecte de données, consistait en quelques centaines de feuilles de calcul assemblées dans des gros volumes mensuels, trimestriels et annuels. Elle détaillait pour chaque produit ses différents dosages, le nombre de boîtes de médicaments achetées et les ventes correspondantes en Deutsche Mark. Donc le deuxième type d'étude avait pour but d'identifier les habitudes de prescription des médecins. Ces études s'appuient sur des panels de médecins qui fournissent des données mensuelles anonymes contre rémunération. L'indice des prescriptions d'IMS fournissait des informations sur l'âge et le sexe des médecins qui établissait un diagnostic, qui pouvait ensuite être mis en relation avec des informations anonymes sur le patient, par exemple le type d'assurance, le dosage du médicament utilisé, ou l'âge ou le sexe des patients. Examinons maintenant brièvement les informations que les entreprises ont obtenues par le biais des études de marché d'IMS Health à cette époque-là. Je prendrai ici l'exemple des tranquillisants mineurs qui constituent un des marchés les plus rentables à l'époque, avec le Valium générant des bénéfices records. Sur ce graphe, que j'ai fait à partir de données IMS, on voit en rouge la taille du marché global, puis en vert les produits maison de Roche, ainsi que les produits concurrents dans leur évolution commerciale entre 1966 et 1974. Les indications données sont en 1000 unités, c'est-à-dire en boîtes de médicaments toutes tailles confondues. Que peut-on conclure de ce type de chiffres ? Tout d'abord, un succès commercial rare d'un produit que Hoffmann-La Roche et ses concurrents ont pu observer en temps presque réel pour l'époque, c'est-à-dire avec un délai d'environ 1 à 3 mois en fonction du volume.
Le simple fait de pouvoir suivre l'évolution des ventes avec seulement quelques mois de décalage a permis de mieux planifier le lancement de nouveaux produits et la diversification de la gamme de produits, de mieux se préparer à attaquer les parts de marché des concurrents jugés vulnérables. Nous allons maintenant voir comment un autre type d'étude, donc les indices de prescription, a contribué à informer l'industrie sur ses principaux clients, les médecins prescripteurs. Alors que l'étude de marché fournissait aux entreprises des informations sur la taille des marchés de médicaments, l'indice de prescription a permis d'étudier les prescriptions des médecins ouest-allemands sur une base statistique. Et pour ça, on va plonger un peu dans la médecine. J'ai choisi le cas de la dystonie végétative pour laquelle des tranquillisants et du Valium ont été utilisés afin de vous montrer les effets combinés des différentes études. La dystonie végétative est un concept de maladie relativement vague, qui comprend divers problèmes psychosomatiques et qui était très peu mobilisé en France. Des problèmes de fatigue, des phases dépressives, un manque d'appétit, mais aussi des problèmes de digestion, d'estomac ou autres. On fait parfois le rapprochement entre la dystonie végétative et la fatigue psychosociale, voire avec le mot stress, dont la dystonie ne serait que l'expression symptomatique. Il n'est donc pas étonnant que la dystonie végétative ait pu être utilisée comme un diagnostic un peu fourre-tout chez les patients dont les problèmes ne pouvaient être attribués à aucune pathologie clinique évidente. Ce tableau fournit des informations intéressantes sur les différentes catégories de médecins et leur propension à privilégier certains diagnostics par rapport à d'autres. Avec plus de 80% des cas identifiés, la dystonie végétative semble être une maladie réservée aux médecins généralistes. En revanche, elle est quasiment absente des pratiques spécialisées, comme celle des psychiatres et des neurologues, qui ne contribuent qu'à hauteur de 2% à son diagnostic. Le contraste est saisissant avec une autre catégorie nosographique, alors récente, la dépression, que les médecins généralistes diagnostiquent à l'époque moins fréquemment que leurs confrères spécialistes, compte tenu de leur nombre. D'un point de vue historique, plusieurs hypothèses sont possibles pour expliquer ces différences. La première supposerait que les pathologies traitées sont différentes. Les généralistes et les spécialistes voient des types de patients différents. Les spécialistes sont souvent plus confrontés à des cas plus graves que leurs collègues généralistes. Une deuxième hypothèse serait à l'inverse, dans le sens où les diagnostics de dépression et de dystonie végétative peuvent en effet recouvrir à cette époque des symptômes similaires, voire identiques. Dans ce cas, la formation plus spécifique des spécialistes, psychiatres et neurologues, leur aurait permis de poser des diagnostics plus différenciés. Ils seraient également les premiers à adopter les nouvelles nosographies. Inversement, la préférence des médecins généralistes pour la dystonie végétative entraînerait alors la nécessité de catégories nosographiques plutôt larges, puisqu'ils ne disposent pas des mêmes outils de diagnostic différentiel. Cependant, dans le cas de dépression, on n'observe pas une telle différence de diagnostic. Le diagnostic de dépression s'est d'abord répandu dans les milieux spécialisés au cours des années 1960, avant d'être adopté par les médecins généralistes dans les années 70 et 80. Au-delà de la spécialité médicale, un autre facteur doit donc être pris en compte. Et je dirais que l'âge des médecins est ici déterminant. Les données d'IMS soutiennent l'idée que les médecins généralistes des années 60, dont la grande majorité a été formée avant la Seconde Guerre mondiale, étaient encore orientés vers les diagnostics de leur formation initiale et ne suivaient pas l'évolution de la nosographie au même rythme que leurs confrères spécialistes. Ceci est encore plus clair lorsqu'on étudie le diagnostic de neurasthénie, une troisième maladie floue qui regroupe des symptômes comme ceux de la dystonie végétative. Au début du XXe siècle, ce complexe de symptômes mentaux et physiques était au cœur de la dite petite psychiatrie, des troubles de la vie quotidienne, surtout dans les pays anglophones et germanophones. Cependant, au début du siècle, il s'agissait principalement d'une pathologie masculine. Chez les femmes, le diagnostic correspondant était l'hystérie. Selon l'IMS, l'hystérie a complètement disparu dans les années 60 des diagnostics posés. Entre-temps, la neurasthénie avait en quelque sorte changé de sexe et était désormais diagnostiquée presque exclusivement chez les femmes. Parallèlement, ce diagnostic, qui auparavant était très répandu dans la communauté médicale, spécialistes et généralistes confondus, disparaissait légèrement des statistiques de prescription.
En étudiant l'index des prescriptions dans les années 1960, les firmes pharmaceutiques disposaient ainsi d'une analyse sociologique suffisamment fine pour relier le diagnostic, les prescriptions et les catégories sociales et biologiques des médecins et des patients. Informés de cette particularité du diagnostic de dystonie végétative, les firmes pouvaient alors concevoir des campagnes publicitaires ciblant des groupes de médecins spécifiques et leur vision spécifique de la pratique médicale. Pour les spécialistes, ils soulignent que leur nouveau tranquillisant est indiqué comme option de traitement auxiliaire de la dépression. Ils se conformaient ainsi aux nouvelles normes de la médecine scientifique sous l'autorité des spécialistes universitaires. En même temps, les médecins généralistes étaient majoritaires et faisaient la plupart des prescriptions. Ils ne pouvaient donc pas être ignorés. Les visiteurs médicaux des entreprises, lorsqu'ils s'adressaient à des médecins généralistes, pouvaient donc mentionner l'utilité des tranquillisants dans le traitement de la dystonie végétative. Bien qu'aucune des brochures et publicités officielles de la firme ne soutiennent cette idée, puisqu'elle n'avait aucune base scientifique reconnue à l'époque. La mettre en avant aurait potentiellement même nui à l'image scientifique de l'entreprise. Donc il est certain qu'il n'y a pas de lien de causalité avéré entre l'âge et l'habitude de prescription. Mais il y avait la conclusion inverse à tirer concernant les jeunes médecins, pour qui la dystonie végétative était un concept du passé sombre de la médecine. Sur la base des études IMS, le visiteur médical aurait donc pu informer les médecins seniors et débutants différemment en fonction de leur âge, sans que cela ne laisse nécessairement des traces dans la documentation écrite du médicament et sans que les autorités en soient informées. Voyons maintenant comment l'étude de marché a participé à transformer l'industrie pharmaceutique. Dans cette dernière partie, j'argumenterai que les études de marché ont non seulement réorganisé leur marketing, mais aussi leurs priorités et leur façon de raisonner sur les marchés et les profits. Les études de marché ont obligé les entreprises à investir dans de nouvelles infrastructures et nous pouvons directement constater ces changements chez Geigy et Ciba. Les volumes mensuels d'IMS de plusieurs centaines de feuilles de calcul devaient être traités dans les départements d'analyse de marché, dont certains étaient encore en construction. Les tableaux pertinents devraient être triés et analysés. D'autres études devraient être collectées pour comparer les informations et affiner les résultats, afin de pouvoir les présenter lors des réunions stratégiques. La présentation du contenu des feuilles de calcul nécessitait de nouvelles formes de visualisation condensée, à une époque où les ordinateurs personnels n'existaient pas encore. Geigy, par exemple, a spécifiquement mis en place une salle des graphes et de diagrammes afin de traduire les feuilles de calcul en visualisation rapidement lisible. Donc si les bureaux supplémentaires étaient un problème plutôt facile à résoudre, le manque de personnel compétent en matière de statistique était plus complexe. Même si seules des connaissances de base en statistique étaient requises, et malgré des cours de formation internes, Geigy n'a pas pu pourvoir tous les postes vacants après la création de son nouveau département central d'analyse du marché en 1967. Cette personne à plein temps devrait couvrir tous les secteurs d'activité, y compris la médecine vétérinaire, les produits pharmaceutiques et surtout les produits agrochimiques. Une seule personne s'occupait alors de la division pharmaceutique et une autre était en formation, mais ça restait tout à fait insuffisant, comme se plaignait un responsable de Geigy. Les études de marché n'ont pas seulement créé de nouvelles activités au sein des entreprises. Plus fondamentalement, je dirais, elles ont contribué à modifier les structures de pouvoir interne. Dans les années 1950 encore, les anciennes conférences de propagande de Ciba étaient des réunions régulières auxquelles participaient les directeurs généraux de l'entreprise, leurs représentants, ainsi que les responsables des départements scientifiques et commerciaux, aux côtés de véritables techniciens de la propagande. De nombreux responsables de la firme à l'époque avaient alors un doctorat en sciences ou en médecine. Dans les processus de décision, les propagandistes, comme on les appelait, avaient certainement un rôle important à jouer. Ce sont eux qui ont travaillé avec les graphistes, les imprimeurs et les autres professionnels du secteur. Mais leur expertise réside dans leurs connaissances techniques, leur sensibilité à développer des campagnes qui répondent aux exigences strictes d'une image sérieuse. À l'époque de la propagande, celle-ci restait soumise à des impératifs venus du département scientifique qui proposait les molécules prometteuses, tandis que les cadres commerciaux du Sales Department en faisaient les calculs de rentabilité. Sur cette base, les directeurs généraux et leurs conseillers décidaient de la stratégie commerciale,
en s'appuyant sur les informations données et leur expertise et leur expérience. Les études de marché allaient modifier ce rapport de force et affaiblir considérablement l'autorité des scientifiques en tant que principaux fournisseurs de nouveaux produits. Désormais, les études de marché peuvent définir les besoins en identifiant les espaces où des parts de marché peuvent être gagnées et où de nouveaux marchés peuvent émerger. Les études mensuelles de marché et de prescription ont permis de savoir quels effets des molécules étaient les plus prometteurs financièrement, mais aussi comment les produits pouvaient être définis comme des médicaments sur le plan thérapeutique. Était-il plus rentable de présenter les médicaments psychotropes comme des harmonisants d'humeur ou comme un nouveau médicament contre la dépression? Selon les parts de marché des concurrents, cette réponse pouvait être différente d'une entreprise à l'autre, même si la molécule était similaire, voire identique. Une description du poste de Geigy pour le spécialiste des études de marché, le Dr Fuchs, datant de 1965, souligne cet impact croissant. Au cours du second semestre, je cite, le Dr Fuchs prendra en charge l'analyse des produits de tiers. En outre, nous supposons que la production de rapports d'analyse de marché gagnera en importance, en particulier en ce qui concerne le développement de nouveaux produits. Les études de marché ont donné du pouvoir à leur département en raison de la manière dont elles présentaient les informations. Auparavant, le marketing était en quelque sorte un travail intuitif et interprétatif, basé sur l'expérience et la sensibilité. Les études IMS, qui s'inscrivent dans le cadre d'un grand tournant quantitatif plus large, apportent l'autorité froide de l'objectivité numérique. Ils semblaient exprimer des réalités mesurées plutôt que des impressions. Ils ont présenté des données chiffrées qui, une fois les problèmes méthodologiques résolus, ne pouvaient pas être facilement remises en question. Elles ont de plus en plus souvent préparé par des machines plutôt que par des humains et les erreurs de comptage sont réduites. Et enfin et surtout, l'étude de marché promettait des résultats optimaux, comme l'a exprimé avec enthousiasme le responsable de marketing de Geigy dans la citation suivante. Nous souhaitons obtenir une pénétration optimale du marché pour nos produits. Les différents potentiels nationaux doivent être évalués, la commercialisation nationale doit se baser sur une analyse précise de la situation locale. D'une part, les produits issus de la recherche et du développement doivent être évalués et appréciés d'un point de vue commercial. D'autre part, le suivi systématique de l'évolution du marché peut éclairer notre réflexion sur les nouveaux produits. La planification à long terme nécessite des budgets de vente prévisibles dans tous les domaines de l'entreprise. Leur fiabilité dépend d'une connaissance fiable et actualisée du marché. Toutefois, ce processus d'optimisation a également fait perdre quelque chose. Les études de marché évaluent désormais objectivement les performances de l'entreprise et de chacun de ses produits. Mais en même temps, elles font de la réussite financière le critère exclusif de cette performance. Dans les années 1950, les dirigeants de Ciba discutaient du maintien d'un produit sur le marché sur la base d'une réflexion qualitative. Si les bénéfices financiers étaient centraux, le département scientifique pouvait plaider avec succès en faveur du maintien d'un produit de niche, important pour l'entreprise uniquement pour la propagande de prestige, c'est-à-dire l'importance thérapeutique du produit chez les spécialistes médicaux, mais sans grand potentiel commercial. Maintenir sur le marché un produit financièrement peu attractif, uniquement pour sa valeur thérapeutique, était désormais un choix à défendre face à la vérité objective des chiffres. S'annonce déjà à l'horizon le concept des maladies orphelines, pour qui l'intérêt financier est limité et pour qui l'intérêt thérapeutique des produits n'entre plus en compte dans l'évaluation quantifiée moderne. Cette priorité accordée aux bénéfices à court terme plutôt qu'aux gains de réputation à long terme, bien plus difficile à déchiffrer, n'a pas seulement affecté les choix de marketing et le développement des médicaments. Elle a également incité les dirigeants des entreprises à être plus sensibles à cette objectivité statistique de la rentabilité financière, illustrée par des classements comparatifs introduits successivement dans les marchés d'IMS, dans les études de marché. Entre 1960 et 1980, les palmarès de performance sont passés de 4 à 17 tableaux. La comparaison pouvait se faire en termes d'unités vendues, de valeur financière, de bénéfices de l'entreprise par mois, trimestre et année, ainsi que par rapport à l'année précédente. Cette série a été complétée par des tableaux indiquant les taux de croissance les plus élevés et les plus faibles pour les produits, les nouveaux produits, les groupes anatomiques, les indications et les entreprises. Donc, ironiquement, les entreprises pharmaceutiques qui tentaient d'analyser les médecins, les pharmaciens et les consommateurs
ont fini par être parfaitement transparentes entre elles quant à leur rentabilité financière et devenaient elles-mêmes facilement évaluables. Peut-être la financiarisation de l'industrie pharmaceutique depuis les années 80 s'explique-t-elle aussi par l'arrivée de ces études de marché. Ce serait une histoire à creuser, d'autres recherches seraient nécessaires. Donc j'arrive à la conclusion de ma présentation d'aujourd'hui. Toujours est-il que pour les scientifiques qui travaillaient dans l'industrie dans les années 80 et 90, ces changements sont devenus palpables au cours d'entretiens avec des employés actuels et anciens, mais aussi dans certains récits personnels. Nombre d'entre eux racontent la même expérience de perte d'influence au profit de ceux qu'ils décrivent souvent comme des vendeurs au sang-froid. L'identité professionnelle des scientifiques a été blessée, mais surtout, ils n'ont pas compris comment on était arrivé là. Et je dirais que l'objectivité numérique est essentielle à cet égard-là. Finalement, les scientifiques et les spécialistes du marketing s'appuient sur la même objectivité codée numériquement. Ils n'ont pas vu venir la domination parce qu'elle se présentait dans un langage assez familier, celui des chiffres, mais inspirée d'une logique complètement différente. Les scientifiques considéraient les médicaments en termes de valeur monétaire et thérapeutique. Les études de marché les considéraient exclusivement sous l'angle de la valeur monétaire. Finalement, la science n'était plus qu'un facteur parmi d'autres dans l'industrie qui avait fait tant d'efforts pour être scientifique. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette conférence tout à fait éclairante. Pour ouvrir la discussion, peut-être une question par rapport à la régulation par l'État. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus... Enfin, vous l'avez évoqué au début de votre intervention, mais compte tenu de la financiarisation, des profits à court terme que vous avez évoqués, l'État, j'imagine, a des tentatives de régulation possibles. Absolument. Donc, en effet, une excellente question parce que, en effet, je l'ai écarté un peu en raison de sa complexité, donc j'en profite un peu. Maintenant, la régulation des marchés de médicaments est une régulation, comme on l'observe souvent, qui arrive ex post, c'est-à-dire généralement à partir de problèmes posés où on essaye d'adapter le cadre régulateur à des situations de problèmes qui se présentent. Donc, à la fin du 19e siècle, ce sont notamment les médecins et les pharmaciens qui se mobilisent et qui se mobilisent notamment contre les producteurs de ce qu'ils considèrent comme producteurs charlatanesques. Donc, on a des premières restrictions relativement tôt, avec notamment le contrôle des médicaments qui deviendront ce qu'on appellera les stupéfiants, c'est-à-dire des médicaments qui ont un potentiel très fort sur la psyché. Cette régulation va continuer et va se durcir au fur et à mesure du temps, notamment sous l'influence des États-Unis. La régulation des produits autres, donc la totalité du marché de médicaments, va suivre une évolution qui est caractérisée par l'intérêt national d'avoir des marchés pharmaceutiques performants. Et donc qui essaye, plutôt que de restreindre trop les activités de l'industrie, de promouvoir justement certaines formes d'industrie. Et c'est pour ça que je discutais cette distinction entre les prétendus charlatans et les grandes entreprises, parce que ce sont les grandes entreprises que l'on essaye de faire émerger et de maintenir, voire de renforcer dans leur position nationale, parce que ce sont elles qui sont des industries exportatrices. Et donc la régulation qui commence tardivement en Europe et qui est un peu différente d'un pays à l'autre, donc c'est un peu compliqué à les réduire à un mécanisme, mais elle arrive essentiellement de façon massive après la Seconde Guerre mondiale par les premières lois sur les médicaments. La France en produit une à la fin des années 50, suite entre autres à la grande affaire du Stalinon, une catastrophe de médicaments qui coûte la vie à une centaine d'enfants. Et en Allemagne, c'est à peu près à la même période, juste avant la grande catastrophe de la thalidomide qui rend nécessaire immédiatement une réforme de la loi. Et au fur et à mesure, ce qu'on essaye de faire, c'est de renforcer ce caractère régulateur de la publicité et des activités commerciales des potentielles entreprises charlatanesques. C'est-à-dire on interdit par exemple dans beaucoup de pays la publicité audiovisuelle, mais on autorise le reste de la publicité. On vise à restreindre les pratiques commerciales en place, comme par exemple les cadeaux,
en interdisant certaines pratiques, mais qui ont existé déjà pendant plusieurs décennies. Donc il y a une forme rétroactive, en quelque sorte, une tentative de maintenir une régulation qui n'empêche pas le potentiel d'innovation de cette grande industrie pharmaceutique. Parce que c'est une industrie d'importance nationale et c'est généralement en Europe et aux États-Unis une industrie exportatrice. Merci. Alors, il y a une question qui est arrivée que je vous relais. Ne pensez-vous pas que l'ultra-spécialisation des nouveaux médicaments, et donc sans concurrence, ainsi que le développement d'Internet dans les années 2000 ont rendu progressivement caduque le rôle de la visite médicale? Absolument. Il y a le visiteur médical a beaucoup perdu en importance, mais pas forcément en raison uniquement de nouvelles techniques et de nouvelles technologies, mais aussi parce qu'à partir des années 70, on observe un phénomène qui est assez nouveau à l'époque, qui est la dénonciation interne, donc de l'intérieur, des pratiques commerciales de l'industrie. C'est-à-dire qu'il se développe une véritable littérature de whistleblowers, de lanceurs d'alerte, qui souvent ont une formation scientifique initiale et qui ne supportent pas cette tension entre ce qu'ils perçoivent un modèle de marché médicamenteux qui devrait être organisé autour des réflexions thérapeutiques et de l'autre côté un pouvoir commercial jugé trop important. Donc le visiteur médical, il n'a pas disparu. Il est remplacé et ponctuellement en termes de poids dans le portfolio des pratiques commerciales. Il continue d'exister dans certains domaines avec beaucoup d'importance, notamment dans les technologies médicales plus que dans les médicaments. Mais ce que je disais rapidement, à la fin des années 90, la régulation qui impose des restrictions, notamment par rapport aux cadeaux, rend assez difficile au final la prise de contact avec le médecin qui est praticien prescripteur. C'est pour ça que le mouvement vers les Key Opinion Leaders, vers les associations de patients, s'explique en partie aussi comme une démarche d'échapper à cette nouvelle régulation et de trouver d'autres façons de faire. Et avec l'Internet, en effet, avec l'hyperspécialisation, en effet, on a un renforcement de cette focale sur plutôt ceux qui écrivent les guidelines, c'est-à-dire qui produisent la science, et l'influence donc sur cette manière d'écrire justement la pathologie, de la concevoir, que sur le prescripteur lambda qui prescrit un médicament. Et de ce fait-là, tout ce qui est partie R&D, elle est intégrée comment dans ce modèle économique ? Il y a tout un aspect, bien évidemment, parce que bon, c'est un grand sujet, et ma présentation, bien évidemment, est nécessairement limitée à plusieurs niveaux. La R&D, elle subit d'autres formes de transformation. À partir des années 50, il y a une concentration de l'industrie, c'est-à-dire qui s'accélère, qui est celle, entre autres encouragée par les pratiques de régulation qui visent à renforcer notamment l'essai clinique comme un modèle de test. Donc ça coûte cher de le faire ça, donc on intègre des petites entreprises dans des grandes, et on crée des structures plus grandes, et au fur et à mesure, ces structures, à partir des années 80, sont considérées comme insuffisamment flexibles par rapport à l'innovation thérapeutique, et on voit apparaître le modèle qui se généralise à partir des années 2000 notamment, de l'investissement dans les petites startups, dans les petites entreprises à haut potentiel de risque. Il y a toute une dimension de la R&D dont on n'a pas parlé, que je ne vous vais pas approfondir aujourd'hui, mais qui est très intéressant, c'est l'arrivée de Google, et l'arrivée des grandes données, c'est-à-dire des grands nombres du big data, qui font que des acteurs qui n'ont rien à voir avec le marché du médicament compilent eux aussi désormais de la real world evidence, donc tout un ensemble de grands corpus de données tirés de bases de données très très différentes, et qui les mettent à profit justement d'une recherche d'innovation médicale. Donc on est dans un modèle en fait où l'industrie pharmaceutique, pour la première fois peut-être de son histoire, est concurrencée aussi par des acteurs qui n'ont pas de problème de légitimité et qui ne sont pourtant pas dans le secteur lui-même.
Il y a 2 autres acteurs qu'on n'a peut-être pas évoqués là, dont j'aimerais savoir le rôle potentiel, l'ordre des médecins, et puis les consommateurs, enfin les citoyens qui... Alors l'ordre des médecins, c'est à peu près vrai aussi pour l'ordre des pharmaciens. Ce sont des structures qui existent différemment dans les différents pays. C'est-à-dire il y a des structures comme en France où l'ordre des médecins, suite à sa création sous Vichy et suite à une volonté justement assez claire de dépolitiser cette structure née d'un système totalitaire, et n'est pas autorisé à prendre position dans des discussions politiques officiellement, et de ce fait devient structurellement parlé un gardien, entre guillemets, d'un certain conservatisme médical, c'est-à-dire il préserve ce qui existe. Parce que pour tout autre mouvement, il y a potentiellement controverse scientifique sur la légitimité. Donc l'ordre est très peu présent dans ce type de débat, d'autant plus qu'il rassemble une profession qui n'en est pas une, parce que très peu de choses de fait, à part la formation initiale, unissent un médecin généraliste, un ophtalmologue hospitalier, un médecin de santé publique, etc. C'est-à-dire c'est ça aussi la difficulté. Et pour les consommateurs, leur rôle est en effet très intéressant. Il devient un enjeu majeur, notamment, vous l'avez certes encore en tête, lors des grands scandales comme le Mediator, où la parole de l'usager a désormais une autre valeur qu'il y a encore 30-40 ans. Cette histoire est un peu plus triste encore que d'autres, dans la mesure où la délégitimation des usagers a été assez massive. Donc les usagers sont considérés, notamment de la gestion des risques des médicaments, pendant longtemps comme des personnes plutôt peu rationnelles, peu légitimes. Ça a complètement basculé dans le cas français, avec notamment la possibilité des usagers désormais de déclarer des effets indésirables sur une plateforme de pharmacovigilance. Il y a des mouvements qui sont toujours très difficiles à maintenir, mais qui ont parfois du succès, comme dans le cadre de la Dépakine, comme dans le cadre du Mediator, qui montrent qu'il y a des structures associatives beaucoup plus fortes qu'il y a encore 40 ans. Mais leur rôle reste très ambigu, parce que les pouvoirs publics souhaitent les intégrer de façon plus globale comme acteurs légitimes, mais en même temps, il y a des dizaines de milliers de médicaments et de pathologies. Il est très difficile d'organiser cette représentation légitime à travers quelques représentants de patients, et de les faire parler avec suffisamment de légitimité sur des sujets qui sont souvent très spécialisés et très techniques, et où il y a une concurrence aussi entre associations diverses et variées. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On n'a pas d'autres questions. Donc, il me reste à vous annoncer le prochain Midi Histoire qui aura lieu le vendredi 22 novembre, qui portera sur un tout autre sujet, puisqu'on s'intéressera à l'imprimerie, de l'imprimerie à l'IA, progrès, enjeux et questions 15e, 21e siècle. Et c'est Ludivine Scordia, qui est professeure des universités à l'université de Rouen-Normandie, qui donnera cette conférence. Merci beaucoup, Niels Kessel. Bon après-midi à vous tous.